Par un matin paisible de février 1934, un homme agonisait dans la grande chambre d'une maison de briques de 3 étages à New Bern, en Caroline du Nord. Il s'appelait Caleb Davis Bradham, et la maison où il rendit son dernier souffle avait été témoin de près d'un siècle d'histoire américaine. Des généraux de la guerre de sécession avaient arpenté ses couloirs, planifiant des batailles qui allaient remodeler une nation. De riches marchands avaient reçu des invités dans ces élégants salons, et pendant 26 ans, Bradham lui-même y avait vécu, observant depuis ses hautes fenêtres son rêve américain s'élever à des sommets spectaculaires avant de s'effondrer en ruines. La demeure est toujours debout aujourd'hui. Ses murs de briques rouges et son toit à faible pente témoignent du savoir-faire d'une autre époque. Mais l'histoire qu'elle recèle est plus qu'une simple histoire architecturale. C'est une histoire d'ambition, d'innovation, de désespoir et de l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire américaine. Car Caleb Bradham n'était pas un homme comme les autres. Il était l'inventeur de Pepsi-Cola, le créateur d'une boisson qui allait devenir un jour l'une des marques les plus connues au monde. Pourtant, il mourut presque sans le sou, ayant tout perdu dans un pari risqué sur le sucre qui détruisit son empire en quelques semaines. Pour comprendre comment un pharmacien de la Caroline du Nord rurale a créé une boisson valant des milliards de dollars et l'a ensuite vu lui échapper, il faut remonter à une époque où l'Amérique elle-même se reconstruisait des cendres de la guerre. La maison qui allait devenir le domaine Bradham commença sa construction en 1848, alors que New Bern était l'une des villes les plus importantes de Caroline. L'homme qui la construisit était Charles Edward Slover, un marchand arrivé en ville jeune homme avec pour seuls atouts son ambition et un sens aigu des affaires. À la quarantaine, Slover avait amassé une fortune considérable grâce au transport maritime et au commerce général. Ses cargos naviguaient régulièrement vers les Caraïbes, ramenant des marchandises qui firent de lui l'un des hommes les plus riches de l'Est de la Caroline. Slover voulait une maison qui témoigne de ses réalisations au monde entier. Il engagea Hardy B. Lane, le constructeur le plus respecté de New Bern, un homme dont le travail sur les églises et les écoles lui avait valu la réputation d'allier élégance et solidité dans la construction. Lane conçut un manoir de 3 étages dans le style néo-grec, le style architectural le plus à la mode du sud d'avant-guerre. La maçonnerie était posée en appareil flamand, un motif complexe alternant briques longues et courtes pour créer un mur à la fois magnifique et incroyablement solide. Des ornements en grès brun soulignaient les fenêtres et les portes, conférant à la maison une sophistication qui rivalisait avec les plus grandes villes du Sud. Une fois sa construction achevée, en 1849, la maison Slover s'imposait comme la plus imposante résidence privée de New Bern. Ses proportions étaient parfaites, ses détails exquis. Les hautes fenêtres inondaient l'intérieur de lumière, tandis que les hauts plafonds maintenaient la fraîcheur des pièces, même durant les étés caniculaires de Caroline. Slover avait créé exactement ce qu'il désirait, un monument à ses réalisations qui traverserait les générations. Mais l'histoire a la fâcheuse habitude de perturber même les projets les plus ambitieux. En 1861, les États confédérés firent sécession de l'Union, et la guerre de sécession éclata. New Bern, de par sa position stratégique sur la rivière Neuse et sa connexion à la ligne ferroviaire Atlantique et North Carolina, devint presque immédiatement une cible pour les forces de l'Union. Charles Slover pressentait le danger. Contrairement à nombre de ses voisins qui s'accrochèrent à leurs biens et à leur loyauté confédérée jusqu'au dernier moment, Slover était un homme pragmatique. Dans les mois qui séparèrent la sécession de l'inévitable invasion de l'Union, il transféra discrètement la plupart de ses actifs dans des banques britanniques où il serait à l'abri du chaos de la guerre. Puis il rassembla sa famille et s'effuya à High Point, loin des champs de bataille côtiers. Le 14 mars 1862, la bataille de New Bern eut lieu à seulement 8 kilomètres au sud de la ville. Le général Burnside mena 11 000 soldats de l'Union contre 4 000 défenseurs confédérés qui avaient hâtivement construit des retranchements le long de la voie ferrée. Le temps était froid et pluvieux, les routes recouvertes d'une épaisse boue, mais les forces de Burnside avancèrent avec une détermination implacable.
Dans l'après-midi, la ligne confédérée avait cassé et les défenseurs étaient en pleine retraite vers Kingston, à plus de 30 km de là. New Bern tomba aux mains de l'Union le même jour et la ville restera occupée jusqu'à la fin de la guerre. Le général Burnside avait besoin d'un quartier général à la hauteur de sa position, de commandant du département de Caroline. Il jeta son dévolu sur la plus belle maison de la ville, le manoir abandonné de Charles Slover. Pendant les 3 années qui suivirent, la maison Slover devint le quartier névralgique des opérations de l'Union dans l'est de la Caroline. Le 18e corps d'armée y avait son quartier général, et certaines des décisions militaires les plus importantes du théâtre d'opérations de l'Est furent prises entre ces murs. Le général John G. Foster succéda à Burnside et fit de la maison sa résidence personnelle ainsi que son poste de commandement. Des photographes immortalisèrent Foster et son état-major debout sur la maison. Sur le large porche, leurs uniformes impeccables malgré le chaos de la guerre, les élégantes colonnes de la maison s'élevaient derrière eux comme des symboles de la civilisation pour laquelle ils prétendaient se battre. La maison devint aussi le théâtre de quelque chose de bien plus intime et humain. Une femme nommée Mary Cord travaillait dans la cuisine du manoir Slover pendant les années de guerre. Elle avait été réduite en esclavage, séparée de sa famille et forcée de cuisiner pour des familles confédérées avant l'occupation par l'Union. Son histoire était si captivante qu'elle attira l'attention d'un jeune écrivain qui visita New Bern après la guerre. Cet écrivain était Samuel Clemens, mieux connu sous le nom de Mark Twain, et il transforma les expériences de Mary Cord en l'une de ses nouvelles les plus puissantes, une histoire vraie. Dans le récit, il l'appelait Tante Rachel, mais sa voix, sa douleur et son extraordinaire résilience étaient tirées directement des conversations qui avaient eu lieu dans les mêmes pièces où les généraux avaient autrefois planifié des batailles. Lorsque la guerre prit fin en 1865, la famille Slover retourna à New Bern. Grâce à la clairvoyance de Charles Slover, qui avait protégé ses biens, ils purent reprendre leur vie prospère tandis que beaucoup de leurs voisins luttaient contre les ravages de la défaite. Le manoir fut nettoyé, réparé et restauré dans sa splendeur d'antan. Charles Slover continua d'y habiter jusqu'à sa mort en 1892, date à laquelle il légua la maison et son contenu à parts égales à ses enfants. Son fils, George, acquit la propriété des autres héritiers et maintint la présence de la famille dans la grande maison jusqu'en 1905. Puis, un nouveau chapitre commença. En 1908, le manoir Slover fut acheté par un homme dont le nom commençait à peine à apparaître dans les journaux du sud-est des États-Unis. Son nom était Caleb Davis Bradham, et bien que peu de gens en dehors de la Caroline du Nord aient encore entendu parler de lui, cela allait changer. Car Caleb Bradham avait inventé quelque chose dans l'arrière-boutique de sa pharmacie qui allait bientôt devenir célèbre dans le monde entier. Caleb Bradham est né le 27 mai 1867 dans la petite ville de Chinupapin, en Caroline du Nord. Son père, George Washington Bradham, était un homme d'affaires relativement prospère, et sa mère, Julia McCann Bradham, était issue d'une famille aux profondes racines américaines. L'un des ancêtres de Caleb avait servi comme officier dans l'armée de George Washington pendant la guerre d'indépendance américaine. Dès son plus jeune âge, Caleb a fait preuve d'une combinaison inhabituelle de curiosité et d'ambition. Il s'inscrit à l'Université de la Caroline du Nord, à Chapel Hill, en 1886, où il se distingue par ses études et devient membre de la prestigieuse Société Philanthrope. Après avoir obtenu son diplôme, il se fixe pour objectif de devenir médecin et s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université du Maryland. Le jeune homme originaire de la campagne de Caroline du Nord était en train de se frayer un chemin vers la respectabilité et le succès. Puis, la catastrophe survint. L'entreprise de son père fit banqueroute. Soudain, il n'y avait plus d'argent pour payer ses études de médecine. Caleb fut contraint d'abandonner ses rêves de devenir médecin et de retourner chez lui en Caroline du Nord. Ce fut à coup dur pour un jeune homme qui avait travaillé si dur et était si près d'atteindre ses objectifs. Mais Caleb Bradham n'était pas du genre à abandonner facilement. S'il ne pouvait pas être médecin, il trouverait un autre moyen d'utiliser ses connaissances en chimie et médecine pour aider les gens. Il accepta un poste d'enseignant à Vance Academy à New Bern, une école privée où il pouvait gagner suffisamment d'argent pour envisager la suite. Pendant cette période, il retourna à l'Université du Maryland, cette fois-ci en s'inscrivant à la faculté de pharmacie. En 1895, il obtint sa licence de pharmacien en Caroline du Nord. Il avait maintenant les qualifications.
Bradham acheta une petite pharmacie à l'angle des rues Middle et Pollock dans le centre-ville de New Bern et y établit la pharmacie Bradham. Comme la plupart des pharmacies de l'époque, le comptoir de boissons soda était un lieu de rencontre dans les communautés à travers l'Amérique, des endroits où les voisins pouvaient se réunir, bavarder et déguster une boisson fraîche par une chaude après-midi. Les pharmaciens rivalisaient pour créer les boissons les plus attrayantes, mélangeant sirop et eau gazeuse dans d'incomptables combinaisons. Caleb Bradham se lança avec enthousiasme dans cette compétition créative. Il expérimentait constamment, combinant différentes saveurs et ingrédients en recherche de la boisson rafraîchissante parfaite. Sa formation médicale lui donnait un avantage. Il comprenait comment différentes substances affectaient le corps, et il était déterminé à créer une boisson qui soit non seulement délicieuse, mais aussi saine. À une époque où la plupart des boissons soda contenaient des ingrédients nocifs, notamment de la cocaïne et d'autres stupéfiants, Bradham insistait sur l'utilisation d'ingrédients naturels et sans danger. En 1893, après d'incomptables expériences, il créa quelque chose Spécial. La boisson combinée de l'eau gazeuse, du sucre, du caramel, de l'huile de citron, de la noix de muscade et des extraits de noix de cola. Lorsque ses clients l'ont goûtée, ils ont su immédiatement qu'elle était différente de tout ce qui existait. Ils ont commencé à la demander par son nom, l'appelant la boisson de Brad, du nom de son inventeur. La boisson est devenue incroyablement populaire au comptoir de la fontaine à soda. Les clients venaient spécifiquement pour goûter cette nouvelle concoction et la nouvelle s'est répandue dans tout New Bern et au-delà. Bradham a réalisé qu'il avait créé quelque chose avec un potentiel commercial bien au-delà de sa petite pharmacie. En 1898, il a pris une décision qui allait façonner le reste de sa vie. Il a rebaptisé sa création Pepsi-Cola, combinant le mot pepsine, une enzyme digestive, avec cola, une référence à l'extrait de noix de cola présent dans la formule. Bradham croyait que sa boisson facilitait la digestion et il voulait que le nom reflète ce qu'il considérait comme ses bienfaits pour la santé. Malgré son nom, la boisson n'a jamais contenu de pepsine, mais Bradham pensait que l'association avec la santé digestive plairait aux clients. Le 4 janvier 1901, Caleb Bradham épousa Charity Cradle, une femme issue d'une famille respectée de New Bern. Leur mariage fut une occasion joyeuse, marquant le début de ce qui allait devenir un partenariat prospère. Ensemble, ils auraient 3 enfants, Marie, Caleb Jr. et George. La jeune famille s'installa à New Bern, Caleb partageant son temps entre la pharmacie et son entreprise de boissons en pleine croissance. L'année suivante, Bradham décida qu'il était temps de faire de Pepsi-Cola une véritable entreprise. Le 24 décembre 1902, il a constitué la société Pepsi-Cola en Caroline du Nord, dont il était le président. Il a déposé une demande de brevet auprès de l'Office des brevets des États-Unis et le 16 juin 1903, Pepsi-Cola a été officiellement enregistré. C'était l'une des premières marques déposées de l'histoire américaine, une distinction qui témoignait du sens des affaires de Bradham et de sa compréhension de l'importance de protéger sa création. Son amie et voisine Bayard Wooten, une photographe pionnière qui deviendra plus tard célèbre pour ses images du Sud américain, a créé le premier logo de l'entreprise. L'écriture rouge distinctive est devenue instantanément reconnaissable, apparaissant sur les bouteilles, les publicités et les devantures de magasins de toute la région. En 1903, la demande de Pepsi-Cola avait dépassé les capacités de production de Bradham dans l'arrière-boutique de sa pharmacie. Il a déménagé ses activités dans un entrepôt loué à proximité et a commencé à vendre le sirop à grande échelle. Cette première année, il en a vendu près de 8000 gallons. Son slogan résumait parfaitement l'esprit de la boisson, exaltante, revigorante, facilitant la digestion. L'entreprise a connu une croissance fulgurante. En 1905, Bradham a acheté un bâtiment à New Bern, connu sous le nom d'usine Bishop, pour $5000 et y a transféré toutes ses activités d'embouteillage et de production de sirop. Il a commencé à vendre du Pepsi-Cola en bouteilles de 6 onces, élargissant ainsi sa clientèle au-delà des fontaines à soda pour atteindre les épiceries et les restaurants. Les ventes ont grimpé à près de 20 000 gallons. La même année, Bradham a accordé ses 2 premières franchises d'embouteillage à des hommes d'affaires de Charlotte et de Durham. Ce modèle de franchise était révolutionnaire.
Au lieu d'essayer de construire lui-même une immense usine de production, Bradham autorisait des entrepreneurs locaux à produire et à distribuer Pepsi-Cola dans leur région. Ils achetaient le sirop à son entreprise et s'occupaient du reste. Cette stratégie a permis une expansion rapide sans investissement en capital considérable. En 1910, les résultats étaient spectaculaires. Pepsi-Cola était passé d'une curiosité locale à un phénomène régional. Il y avait 240 franchises d'embouteillage réparties dans 24 États, de la côte atlantique aux montagnes rocheuses. La petite expérience de pharmacie de Bradham était devenue une marque nationale. Pour célébrer ce succès, Bradham organisa la toute première convention des embouteilleurs de Pepsi-Cola à New Bern. Les franchisés vinrent de tout le pays pour rencontrer l'homme qui avait créé la boisson qui les enrichissait tous. Bradham les accueillit avec faste, les amenant même à bord de l'Alfreda, un navire qui avait servi pendant la guerre hispano-américaine et avait été transformé en yacht. Cet événement annonça au monde entier que Pepsi-Cola s'imposait comme un joueur majeur de l'industrie américaine des boissons. Et en 1908, au sommet de ses premiers succès, Caleb Bradham acheta la plus belle maison de New Bern, l'ancien manoir Slover sur Johnson Street. C'était une résidence digne d'un homme qui, après la faillite et les déceptions, était devenu l'un des entrepreneurs les plus successful du Sud. La maison qui avait abrité des généraux de la guerre de sécession allait désormais être la demeure du roi de Pepsi-Cola. Pour Bradham, l'achat du manoir n'était pas qu'une simple démonstration de richesse. C'était une affirmation de sa place dans la société. Le pharmacien de Chinquapin était devenu un pilier de la communauté de New Bern. Il siégeait au conseil des commissaires du comté de Craven et était président de la People's Bank de New Bern. Il était un membre actif des Shriners, atteignant finalement le 32e degré. D'origine écossaise, il était un homme influent et occupait de nombreux postes de direction. Il a cofondé la milice navale de Caroline du Nord et a servi pendant 25 ans dans la réserve navale, prenant finalement sa retraite avec le grade de contre-amiral. En 1914, le secrétaire à la marine, Josephus Daniels, l'a nommé au conseil général de la milice navale. Son nom a même été mentionné comme candidat potentiel au poste de gouverneur de Caroline du Nord. Tout ce que Caleb Bradham touchait semblait se transformer en or. La famille Bradham s'installa avec joie dans sa nouvelle maison. La maison qui avait été témoin de tant d'histoires résonnait désormais des rires d'enfants. Mary, Caleb Jr. et George exploraient les grandes pièces où des généraux avaient autrefois élaboré des stratégies et où des marchands avaient compté leur fortune. Charity Bradham présidait la maison avec grâce, organisant des dîners et des événements sociaux qui cimentaient la position de la famille parmi l'élite de New Bern. Depuis les hautes fenêtres de son bureau, Caleb pouvait contempler la ville où il avait bâti son empire. La pharmacie où tout avait commencé se trouvait à quelques pas, à l'angle des rues Middle et Pollock. L'usine Bishop, où les ouvriers remplissaient des bouteilles avec le sirop distinctif de Pepsi-Cola, bourdonnait d'activité. Tout était parfait. Les années qui suivirent apportèrent une croissance continue. Les ventes de Pepsi-Cola augmentèrent régulièrement et le réseau de franchises s'étendit à travers le pays. L'entreprise lança de nouvelles campagnes publicitaires, mettant en scène des femmes et des célébrités, soulignant les qualités rafraîchissantes et vivifiantes de la boisson. Bradham fut l'un des premiers fabricants de boissons à adopter le transport motorisé pour la livraison. Il comprenait que la vitesse et l'efficacité étaient cruciales sur le marché concurrentiel des boissons gazeuses. En 1915, l'avenir semblait incroyablement prometteur. Pepsi-Cola était vendu dans 7 États du Sud-Est, générant des bénéfices de plus de 31 000 $, une somme considérable pour l'époque. Bradham était riche, respecté et avait réussi au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer lorsqu'il était un étudiant en médecine sans le sou, contraint d'abandonner ses rêves. Mais 1915 fut aussi l'année où l'Europe plongea dans la guerre la plus destructrice que le monde ait jamais connue. La Grande Guerre, comme on l'appelait alors, semblait loin des rues paisibles de New Bern. Les usines américaines profitaient même du conflit, fournissant aux puissances alliées des biens et des matériaux. Pour Bradham et Pepsi-Cola, la guerre semblait initialement n'être qu'une nouvelle opportunité de croissance. Puis, en 1917, l'Amérique entra en guerre. Tout changea. Le gouvernement américain mit en œuvre des mesures draconiques pour soutenir l'effort de guerre, notamment le rationnement des produits de première nécessité.
Le sucre, ingrédient essentiel des boissons gazeuses, figurait parmi les substances les plus strictement contrôlées. Le gouvernement fixa le prix à seulement 3 cents la livre et alloua des quantités limitées aux fabricants. Pour Pepsi-Cola, qui dépendait du sucre pour son goût distinctif, ce fut un grave problème. Brandom tenta tout pour maintenir la production. Il expérimenta avec des substituts du sucre, notamment la mélasse, espérant préserver la qualité que ses clients attendaient. Mais rien ne fonctionna. Les édulcorants alternatifs modifièrent le goût de la boisson, décevant les clients fidèles qui avaient appris à aimer la formule originale. Les ventes chutèrent, tandis que Pepsi-Cola peinait à produire suffisamment de sirop pour satisfaire même la demande réduite. Le rationnement dura près de 2 ans, affaiblissant les entreprises de l'industrie des boissons. Brandom vit son empire patiemment construit s'effriter mois après mois, les usines étant à l'arrêt et les franchises luttant pour survivre. Il était convaincu qu'une fois la guerre terminée, les choses reviendraient à la normale. Il lui suffisait de tenir bon. Puis, en novembre 1918, l'armistice fut signé et la guerre prit fin. Le gouvernement leva les contrôles des prix et le sucre revint disponible librement. Pour Caleb Brandom, cela aurait dû être le moment de la salut, l'occasion de reconstruire tout ce qu'il avait perdu. Au lieu de cela, ce fut le début de la fin. Ce qui se produisit ensuite deviendrait l'un des plus célèbres désastres commerciaux de l'histoire américaine. Le prix du sucre, libéré du contrôle gouvernemental, ne revint pas simplement au niveau d'avant la guerre. Il monta en flèche, passant de 3 cents la livre. Le prix a augmenté régulièrement fin 1918 et début 1919. À l'été 1920, le sucre se vendait à l'incroyable prix de 28 cents la livre, soit près de 10 fois son prix de guerre. Brandom, comme beaucoup d'hommes d'affaires de son époque, observait cette hausse des prix avec un mélange d'inquiétude et d'opportunisme. Il avait besoin de sucre pour reprendre la production à plein régime, mais il voyait aussi une occasion de se protéger contre de nouvelles augmentations en achetant en gros. Si les prix continuaient à augmenter, se disait-il, disposer d'un grand stock de sucre donnerait à Pepsi-Cola un avantage concurrentiel. Il pourrait maintenir sa production, tandis que ses concurrents se démèneraient pour trouver des approvisionnements à prix abordables. C'était un baquet qui avait réussi à d'autres. C'était un baquet qui semblait logique compte tenu des conditions de marché. C'était un baquet qui allait détruire tout ce que Caleb Brandom avait bâti. Il acheta d'énormes quantités de sucre. À 28 cents la livre, engageant les ressources de l'entreprise dans ce qu'il croyait être un investissement judicieux. Les entrepôts étaient remplis de sacs de sucre. Ce stock représentait des millions de dollars et des années de bénéfices. Puis, le marché s'est effondré. Quelques semaines après l'achat de Brandom, les prix du sucre ont commencé à chuter. La flambée avait été provoquée par la spéculation et les achats de panique, et non par de véritables pénuries d'approvisionnement. À mesure que le sucre arrivait sur le marché, les prix ont dégringolé. Ils sont tombés à 20 cents, puis 15, puis 10. Au moment où l'effondrement était complet, le sucre se vendait à seulement 5 cents la livre. Caleb Brandom se retrouva avec un stock énorme de sucre qui lui avait coûté près de 6 fois sa valeur actuelle. Il avait misé l'avenir de l'entreprise sur la hausse des prix, et il avait perdu catastrophiquement. Les conséquences étaient brutales et inévitables. Il ne pouvait pas vendre le sucre sans subir des pertes dévastatrices. Il ne pouvait pas tout utiliser avant qu'il ne se périme. Il ne pouvait pas emprunter suffisamment d'argent pour combler l'écart entre ce qu'il avait payé et la valeur du sucre. L'homme qui avait bâti Pepsi-Cola à partir de rien regarda impuissant sa création lui échapper. Les créanciers exigeaient le paiement. Les franchisés qui dépendaient du sirop étaient désespérés. Les banques qui avaient été heureuses de prêter de l'argent à l'un des hommes d'affaires les plus prospères de New Bern réclamaient maintenant le remboursement de leurs prêts. Le 31 mai 1923, Caleb Brandom et la société Pepsi-Cola déposèrent le bilan. Les actifs, y compris la marque déposée, la formule et toute l'infrastructure de l'entreprise, furent vendus à la Craven Holding Corporation pour 30 000 $. 30 000 $ pour une entreprise qui avait autrefois été évaluée à des millions. 30 000 $ pour 2 décennies de travail, d'innovation et de rêve. Brandom était ruiné. La faillite lui enleva presque tout ce qu'il avait accumulé. L'usine Bishop était disparue. Le réseau de franchises qu'il avait créé avait disparu.
L'entreprise qui portait son nom continuerait sans lui, passant entre les mains de plusieurs propriétaires avant de devenir finalement le géant mondial que nous connaissons aujourd'hui. Mais Caleb Bradom n'aurait aucune part dans cet avenir. La faillite de 1923 n'avait pas tout pris à Caleb Bradom. Il lui restait sa famille. Il lui restait sa licence de pharmacien. Et, chose remarquable, il possédait toujours le manoir de Johnston Street. La maison qui avait abrité des généraux de la guerre de sécession et vu naître un empire des boissons resterait sa demeure pendant les années les plus sombres de sa vie. Mais l'homme qui arpentait ses couloirs après la faillite n'était plus le même entrepreneur confiant qui avait acheté la propriété 15 ans plus tôt. Il avait perdu sa vitalité. L'étincelle avait disparu de ses yeux. Caleb Bradom avait tout misé sur sa conviction que les prix du sucre continueraient à augmenter. Et il avait perdu de la manière la plus spectaculaire qui soit. Immédiatement après la faillite, Bradom fit ce qu'il avait toujours fait face à l'adversité. Il se remit au travail. La Pepsi Cola Company était disparue, vendue à des inconnus pour une fraction de sa valeur. Mais la pharmacie de Bradom se tenait toujours au coin des rues Middle et Pollock. La fontaine à soda où il avait préparé pour la première fois la boisson de Brad brillait encore sous la lumière de l'après-midi. S'il ne pouvait pas être un magnat des boissons sodées, il serait ce qu'il avait été avant, un pharmacien de petite ville au service de sa communauté. Il y avait de la dignité dans ce retour à ses racines, même si cela accompagnait aussi de chagrin. Chaque jour, Bradom passait devant des rappels de ce qu'il avait bâti et perdu. L'usine Bishop, où les ouvriers autrefois remplissaient de milliers de bouteilles de sirop de Pepsi Cola, était silencieuse. Le réseau de franchises qu'il avait créé continuait de fonctionner, mais sous une nouvelle direction, envoyant les bénéfices à des investisseurs qui n'avaient jamais préparé une seule bouteille de la boisson. La marque qu'il avait déposée en 1903, l'une des premières dans l'histoire américaine, appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Les habitants de New Bern regardaient leur héros déchu avec un mélange de sympathie et de respect. Bradom était un homme de chez eux, un enfant du pays qui avait connu le succès à l'échelle nationale. Son échec fut douloureux à constater, mais il n'altéra pas l'affection que ses voisins lui portaient. Ils continuaient d'apporter leurs ordonnances à sa pharmacie. Ils continuaient de le saluer chaleureusement dans la rue. Ils comprenaient que l'investissement dans le sucre avait été une décision raisonnable qui avait simplement mal tourné, le genre de malchance qui peut frapper n'importe qui. Ce qui rendait la situation de Bradom encore plus poignante était sa générosité inébranlable malgré sa situation financière. Même après avoir perdu son entreprise, il maintint la bourse d'études qu'il avait créée à l'école de pharmacie de l'Université du Caroline du Nord en 1902. Année après année, il trouvait les fonds nécessaires pour soutenir de jeunes pharmaciens dans la poursuite de leurs rêves, même quand leurs propres rêves étaient réduits en miettes. Il poursuivit cet engagement jusqu'en 1930, 4 ans seulement avant sa mort, lorsque sa santé déclinante et ses difficultés financières l'empêchèrent finalement de continuer. Son implication dans la vie communautaire persista également. Il resta actif au sein des Shriners, participant à des événements caritatifs et il conservait les amitiés qu'il avait nouées pendant ses années de succès. La fraternité de la loge lui apporta réconfort et un sens à sa vie pendant ses jours les plus sombres. Ses frères Shriner ne le jugèrent pas pour son échec commercial. Ils se souvenaient de l'homme généreux qui avait organisé des congrès et soutenu des œuvres caritatives lorsque ses finances étaient florissantes. Maintenant, ils le soutenaient à leur tour, lui offrant camaraderie et respect quand il en avait le plus besoin. Son service dans la réserve navale se poursuivait, une source de fierté qui n'avait rien à voir avec les boissons gazeuses ou le prix du sucre. Le grade de contre-amiral lui appartenait de droit, acquis grâce à 25 ans de service dévoué à son pays. Lorsque Bradom revêtait son uniforme de marine pour les fonctions officielles, il n'était pas un homme d'affaires en faillite. Il était un patriote qui avait consacré un quart de siècle à défendre sa nation. Cette identité ne pouvait lui être retirée par les créanciers ou l'effondrement des marchés du sucre. Le rythme du travail dans la pharmacie de cette petite ville lui apportait une forme de guérison. Il trouvait satisfaction à préparer les ordonnances, à aider ses voisins à gérer leurs maux, à être une source de conseils médicaux fiables pour les familles qui n'avaient pas toujours les moyens de consulter un médecin. Bradom avait commencé sa carrière en voulant être médecin, en voulant soigner les gens. D'une certaine manière, la faillite l'avait ramené à cette vocation initiale.
Le chemin était différent de ce qu'il avait imaginé, mais le but restait le même. Mais la pression financière ne diminua jamais complètement. Entretenir le manoir de Johnson Street était coûteux. La maison de 3 étages en briques, avec ses proportions élégantes et son importance historique, nécessitait une attention constante. Le toit avait besoin de réparation. Le système de chauffage exigeait du combustible. Le jardin demandait de l'entretien. Pour un homme vivant avec le revenu modeste d'une pharmacie de petite ville, ces coûts représentaient un fardeau constant. Pourtant, Bradom refusait de partir. La maison était devenue plus qu'une simple résidence. C'était un symbole de tout ce qu'il avait accompli. Un rappel tangible qu'il avait autrefois figuré parmi les hommes d'affaires les plus prospères du Sud. La vendre aurait été un aveu de défaite totale, une rendition finale que sa fierté ne lui permettrait pas. Il resta donc, faisant des économies autant que possible, regardant la peinture se décolorer et les jardins s'ensauvager par endroits, sans jamais abandonner la maison qu'il aimait. Les pièces qui autrefois accueillaient de somptueux dîners étaient désormais plus silencieuses. Les lustres étaient tamisés pour économiser l'électricité. Les cheminées restaient froides pour préserver le combustible. Mais la structure de la maison demeurait magnifique. La maçonnerie en briques à la flamande, que les artisans de Hardy Lane avaient posée avec tant de soin en 1848, ne montrait aucun signe de faiblesse. Les proportions qui en avaient fait la plus belle résidence de New Bern avant la guerre de sécession conservaient leur équilibre parfait. Même dans des circonstances difficiles, la maison Slover-Bradom possédait une dignité que les revers financiers ne pouvaient altérer. Charity Bradom resta aux côtés de son mari tout au long de cette période. Cette femme, qui avait épousé un jeune pharmacien prometteur en 1901, l'avait vu atteindre des sommets extraordinaires, puis connaître des revers dévastateurs. Malgré tout, elle resta sa partenaire et son soutien. Ensemble, ils élevèrent leurs 3 enfants à l'ombre du succès et de l'échec, leur enseignant par l'exemple que le caractère importe plus que les circonstances. Les enfants grandirent en comprenant l'étrange dualité de leur situation. Ils vivaient dans l'une des plus belles maisons de New Bern, un manoir dont l'histoire remontait à avant la guerre de sécession. Mais ils savaient aussi que leur père avait perdu une fortune, que le nom Pepsi-Cola qu'il avait créé appartenait désormais à d'autres, et que la situation de la famille était bien plus modeste que leur adresse ne le laissait supposer. Mary, Caleb Jr. et George apprirent la résilience en voyant leurs parents affronter l'adversité avec grâce. Alors que les années 20 cédaient le pas aux années 30, l'économie mondiale s'effondra dans la Grande Dépression. Les entreprises firent des faillites partout dans le pays. Les banques fermèrent leurs portes. Le chômage atteignit des niveaux qui semblaient impossibles. Pour Caleb Bradom, qui avait déjà connu sa propre dépression personnelle, il y avait une amère ironie à voir le reste de l'Amérique sombrer dans la misère. La société Pepsi-Cola qu'il avait créée poursuivit son difficile existence pendant ces années. Après la faillite, la marque était passée entre les mains de plusieurs propriétaires, aucun desquels n'était parvenu à retrouver le succès de l'époque Bradom. En 1931, l'entreprise déclara à nouveau faillite, son deuxième échec en moins d'une décennie. Mais cette fois, un nouveau propriétaire, Charles Guth, vit du potentiel dans cette marque en difficulté. Il allait finalement transformer Pepsi-Cola en un véritable concurrent de Coca-Cola, jetant les bases de la multinationale mondiale qui existe aujourd'hui. Bradom suivait ses développements de loin, lisant des articles sur sa création dans les journaux et les publications spécialisées. Il ne participa pas à la renaissance de l'entreprise. Il ne reçut aucune compensation pour le succès que d'autres allaient bâtir sur ses fondations. La formule qu'il avait développée dans l'arrière-boutique de sa pharmacie, la marque qu'il avait déposée, l'entreprise qu'il avait fondée, l'identité de marque qu'il avait créée, tout cela appartenait à des étrangers. Désormais, parfois, en se promenant dans New Bern, il voyait quelqu'un boire une bouteille de Pepsi-Cola. Le logo familier que Bayard Wooten avait conçu attirait son regard, et pendant un instant, il se souvenait de l'excitation de ses premières années, du frisson de voir sa création se répandre à travers le pays. Puis l'instant passait, et il continuait son chemin. Un homme séparé de son héritage par la cruelle logique d'une spéculation sur le sucre qui avait mal tourné. Son seul lien avec Pepsi-Cola était le souvenir de ce qui aurait pu être. Sa santé commença à décliner au début des années 1930. La nature exacte de sa maladie fut simplement décrite comme une affection de longue durée, bien que certains témoignages suggèrent qu'elle était liée à l'artériosclérose et aux maladies cardiaques. Le stress de la faillite et les années de difficultés financières avaient laissé des traces sur un homme qui avait autrefois semblé indestructible. L'énergie qu'il avait poussé à bâtir une entreprise nationale à partir d'une simple fontaine à soda s'épuisait lentement. La pharmacie de Middle Street, qui avait été son refuge et son gagne-pain depuis la faillite,
subit un coup dévastateur lorsqu'un incendie ravagea le bâtiment. Les flammes consumèrent l'endroit où la boisson de Brad avait été créée pour la première fois, où les clients s'étaient rassemblés autour de la fontaine à soda pour goûter quelque chose de nouveau et d'excitant. Bradom perdit non seulement une entreprise, mais aussi un lien physique avec les années les plus heureuses de sa vie professionnelle. Un nouveau bâtiment s'élèverait finalement au même endroit, mais Bradom ne vivrait pas assez longtemps pour le voir devenir un lieu de mémoire. Aujourd'hui, cet emplacement abrite le lieu de naissance de Pepsi, où les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de la boisson et de l'homme qui l'a créée. Mais au début des années 1930, ce n'était qu'un tas de cendres et de bois carbonisés, une autre perte dans une vie qui en avait connu trop. Durant les derniers mois de sa vie, Bradom resta dans le manoir de Johnston Street. La maison qui avait été témoin de tant d'histoires s'apprêtait à assister à un nouveau chapitre. La chambre où il gisait était la même pièce où il avait rêvé d'expansion et de succès, où il avait calculé ses profits et planifié des campagnes publicitaires, où il avait serré ses enfants dans ses bras quand ils étaient petits et les avait vus grandir et devenir adultes. Charity était constamment à ses côtés durant ces derniers jours, tout comme leurs enfants lorsqu'ils le pouvaient. La famille qui avait traversé tant d'épreuves faisait maintenant face à la séparation ultime. Dehors, derrière les hautes fenêtres, Newbern continuait son rythme quotidien, largement inconsciente qu'un de ses citoyens les plus remarquables était en train de s'éteindre. Le 19 février 1934, Caleb Davis Bradom mourut dans sa chère demeure. Il avait 66 ans. La cause du décès fut officiellement l'artériosclérose avec complications, résultat cumulatif d'années de stress et de santé déclinante. L'homme qui avait inventé l'une des boissons les plus célèbres du monde s'éteignit dans une relative obscurité. Son nom s'effaçait déjà de la mémoire publique, alors même que sa création prospérait sous une nouvelle direction. Ses funérailles eurent lieu à la première église presbytérienne, où il avait été un membre dévoué depuis des décennies. L'église était remplie de personnes endeuillées qu'il avait connues à différents titres, pharmaciens, hommes d'affaires, leaders civiques, amis. Les porteurs du cercueil étaient ses frères de la loge maçonnique de Newbern, des hommes qui l'avaient connu dans les moments de triomphe et de tragédie, qui l'avaient vu s'élever et chuter, puis se relever, au moins en esprit, sinon en fortune. La cérémonie fut digne et bien fréquentée, témoignant du respect que Bradom avait gagné, non pas grâce à son succès commercial, mais grâce à son caractère. Le pasteur parla d'une vie dédiée à service, à famille, à communauté. Il ne s'attarda pas sur la faillite ni sur la fortune perdue. En lieu de cela, il mit l'accent sur les qualités qui avaient rendu Bradom aimé, sa générosité, sa persévérance, son inébranlable bonté envers les plus démunis. Dans la mort, comme dans les dernières années de sa vie, on se souvint de Caleb Bradom non pas pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il était vœu. Il fut inhumé au cimetière de Cedar Grove, à quelques pâtés de maison de l'emplacement de sa première pharmacie. Ce cimetière était la dernière demeure des citoyens éminents de Newbern depuis avant la guerre de sécession. Des soldats confédérés morts de la bataille de Newbern y reposaient aussi, tout comme des générations de merchants, de politiciens et de personnalités locales. Caleb Bradom joignit ses rangs, sa tombe étant marquée par une simple pierre qui ne laissait guère deviner son histoire extraordinaire. Des années plus tard, une plus petite stèle fut ajoutée à sa tombe, portant seulement 2 mots qui résumaient sa plus grande réussite : inventeur de Pepsi. C'était un hommage modeste à un homme dont la création allait devenir l'une des marques les plus précieuses au monde, générant des milliards de dollars de revenus annuels et employant des centaines de milliers de personnes à travers le globe. Mais Bradom lui-même ne vit jamais un centime de ce succès. Sa fortune fut faite et perdue dans l'espace de 20 décennies. Il ne lui restait plus que des souvenirs et une maison chargée d'histoire. Charity Bradom survécut à son mari pendant de nombreuses années, avant de s'éteindre à son tour et de le rejoindre au cimetière de Cedar Grove. Leurs enfants se dispersèrent pour construire leur propre vie, emportant avec eux les leçons de leur éducation remarquable. Le nom de Bradom disparut progressivement du registre social de Newbern, ne subsistant que dans la mémoire des historiens et de ceux qui s'intéressaient particulièrement aux origines de Pepsi-Cola. Mais la maison de Johnston Street perdura. Après la mort de Bradom en 1934, la demeure passa entre différentes mains. La grande résidence, qui avait abrité un quartier général de la guerre de sécession et un empire des boissons gazeuses, devint simplement une autre maison historique dans une ville qui en comptait beaucoup. De nouveaux propriétaires se succédèrent, chacun ajoutant son propre chapitre à la longue histoire du bâtiment, chacun parcourant les mêmes couloirs où Charles Slover avait reçu ses invités, où les généraux de l'Union avaient planifié leur campagne, où Caleb Bradom avait célébré ses succès et pleuré ses échecs.
L'importance historique de la maison fut officiellement reconnue en 1973, lorsqu'elle fut inscrite au Registre national des lieux historiques. Cette désignation reconnaissait non seulement le mérite architectural du bâtiment, mais aussi son rôle extraordinaire dans l'histoire américaine. Peu de maisons dans le pays pouvaient se targuer d'un passé aussi diversifié et captivant. La vitrine d'un riche marchand, un quartier général de la guerre de sécession, un asile, une maison de pionniers des boissons. La maison avait été tout cela et bien plus encore. Aujourd'hui, la maison Slover Bradham se dresse toujours au 2011 Johnson Street à New Bern. Sa façade de briques de 3 étages, posée selon le motif distinctif de la liaison flamande, ressemble beaucoup à celle qu'avaient achevée les ouvriers de Hardy Lane en 1849. Les ornements en grès accentuent toujours les fenêtres et les portes. Les proportions qui en faisaient la résidence la plus imposante de New Bern avant la guerre de sécession restent parfaitement équilibrées et agréables à l'œil. Le temps a été clément avec la vieille demeure, préservant son caractère essentiel, même si le monde qui l'entoure a changé au point d'être méconnaissable. La maison est désormais une propriété privée, soigneusement entretenue par des personnes qui comprennent et apprécient son importance. Elle figure occasionnellement au programme des visites de maisons historiques, permettant aux visiteurs d'entrer et d'imaginer les différentes strates d'histoire qui se sont accumulées entre ces murs. Ils peuvent se tenir dans des pièces où des généraux ont débattu de stratégie, où un pharmacien rêvait de bâtir un empire des boissons, où une famille a affronté triomphe et tragédie avec la même dignité. À quelques pâtés de maison de là, la boutique du lieu de naissance de Pepsi occupe l'emplacement de l'ancienne pharmacie de Bradham. Le bâtiment lui-même est plus récent, construit après l'incendie qui a détruit l'original, mais il a été aménagé avec des expositions et des objets qui racontent l'histoire des origines de Pepsi-Cola. Les visiteurs peuvent voir des photographies de Caleb Bradham, examiner les premières bouteilles et les supports publicitaires, et même déguster un Pepsi à la fontaine, préparé selon la recette traditionnelle. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de la boisson et les historiens des affaires américaines. Le contraste entre ces deux lieux raconte l'histoire de la vie de Caleb Bradham en miniature. La modeste devanture, où il a inventé sa célèbre boisson, représente la créativité et l'ambition qui ont rendu son succès possible. La grande demeure, où il a vécu et est mort, représente les sommets qu'il a atteints et la chute qu'il a subie. Ensemble, ils forment un mémorial à un homme qui a changé à jamais l'industrie des boissons, mais qui n'a jamais pleinement profité des fruits de son innovation. New Bern a pleinement assumé son identité de berceau de Pepsi. La ville célèbre l'héritage de Bradham par des événements et des commémorations, reconnaissant que son invention a mis leur petite ville sur la carte d'une manière que peu d'autres réalisations auraient pu égaler. En 1998, le centenaire de la création de Pepsi-Cola a été marqué par un défilé, un feu d'artifice, une exposition d'objets de collection et même une pièce de théâtre basée sur la vie de Bradham. Des dignitaires et des passionnés de boissons gazeuses se sont réunis pour honorer le pharmacien qui avait changé à jamais le monde des boissons. L'entreprise qui est née de son expérience en pharmacie, désormais basée à Purchase dans l'État de New York, a reconnu ses humbles origines en organisant des assemblées d'actionnaires à New Bern. En amenant des dirigeants et des investisseurs à arpenter les mêmes rues où Bradham avait autrefois rêvé de bâtir un empire. L'histoire de Caleb Bradham et de son manoir offre des leçons qui dépassent largement le secteur des boissons. C'est l'histoire du rêve américain dans toute sa complexité, de la possibilité de partir de rien pour bâtir quelque chose d'extraordinaire, et de la fragilité du succès lorsqu'il dépend de forces échappant à notre contrôle. Pendant 20 ans, Bradham a tout fait correctement, bâtissant une entreprise grâce à l'innovation, au travail acharné et à des décisions commerciales judicieuses. Puis, un simple pari sur le prix du sucre a tout anéanti. Certains pourraient voir son histoire comme une tragédie, et à bien des égards, c'en était une. Il a créé quelque chose qui allait valoir des milliards de dollars, pourtant il est mort sans en avoir profité. Il a bâti une marque nationale, pourtant Il a passé ces dernières années à diriger une petite pharmacie de ville. Il avait acheté un manoir qui symbolisait sa réussite, pourtant il a eu du mal à l'entretenir à mesure que sa fortune s'évaporait. Mais on peut voir la vie de Caleb Bradham sous un autre angle. Il a fait face à des revers dévastateurs, non pas une, mais 2 fois.
D'abord lorsque la faillite de son père l'a forcé à abandonner ses études de médecine, puis lorsque sa propre entreprise s'est effondrée. À chaque fois, il s'est relevé et a trouvé un moyen d'aller de l'avant. Il n'a jamais cessé de travailler, n'a jamais cessé de contribuer à sa communauté, n'a jamais cessé de soutenir les jeunes pharmaciens grâce à son fonds de bourse d'études. La faillite lui a pris son entreprise, mais elle ne lui a pas pris son caractère. La maison de Johnson Street est un monument à cette résilience. Ses murs ont été témoins de la guerre et de la paix, du succès et de l'échec, de la joie et du chagrin. À travers tout cela, elle a perduré, tout comme Bradham lui-même a persévéré jusqu'à la fin. Les briques posées par les ouvriers de Hardy Lane en 1848 sont toujours solides. Les pièces où tant d'histoire s'est déroulée sont toujours prêtes à accueillir de nouvelles générations. Lorsque les visiteurs passent devant la maison Slover Bradham aujourd'hui, la plupart n'ont aucune idée de ce qu'ils voient. Pour eux, c'est simplement un beau vieux bâtiment dans une ville pleine de beaux vieux bâtiments. Mais ceux qui connaissent l'histoire voient quelque chose de plus. Ils voient la maison d'un homme qui a osé rêver grand, qui a transformé une expérience de pharmacie en un phénomène national, qui a tout perdu et a continué malgré tout. Ils voient une maison qui se souvient. En fin de compte, le plus grand héritage de Caleb Bradham n'est peut-être pas la boisson qui porte le nom qu'il a créé. C'est peut-être l'exemple qu'il a donné de la façon d'affronter l'échec avec dignité et de trouver un sens à la vie même lorsque vos plus grands projets se sont effondrés. Le manoir où il a passé ses dernières années, où il a vu sa création prospérer entre d'autres mains, où il est mort entouré de sa famille et de souvenirs, témoigne d'une vie pleinement vécue. La boisson qu'il a inventée est consommée par des millions de personnes chaque jour dans presque tous les pays du monde. PepsiCo est devenue l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires de l'histoire, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 90 milliards de dollars. La marque que Bradham a créée dans l'arrière-boutique de sa pharmacie de New Bern est devenue une icône mondiale, reconnue partout de Tokyo à Toronto, du Caire à Caracas. Aucune de ses richesses n'est jamais revenue à la famille Bradham. Aucun de ses succès n'a jamais profité à l'homme qui en était l'origine. Mais son nom perdure, gravé sur une modeste stèle au cimetière de Cedar Grove et honoré par ceux qui prennent le temps de se renseigner sur les origines de l'un des produits les plus célèbres d'Amérique. La maison Slover Bradham veille toujours, silencieuse, sur Johnson Street. Ses fenêtres donnent sur un New Bern que Caleb Bradham reconnaîtrait à peine. La pharmacie où il préparait ses premières bouteilles de Brad's Drink a disparu depuis longtemps, remplacée par un hommage à la création qui a survécu son créateur. L'usine Bishop, où les ouvriers remplissaient les bouteilles de sirop de Pepsi-Cola, a été reconvertie ou entièrement démolie. Le réseau de franchises qu'il avait bâti a été absorbé par une structure d'entreprise d'une taille et d'une complexité inimaginables. Mais la maison demeure, la maison se souvient. Et pour ceux qui la recherchent, la maison raconte encore son histoire, une histoire d'ambition et d'innovation, de succès et d'échecs, d'un homme qui a osé rêver grand, qui a transformé une expérience de pharmacie en un phénomène national, qui a tout perdu et a continué malgré tout. Il voit une maison qui se souvient. En fin de compte, le plus grand héritage de Caleb Bradham n'est peut-être pas la boisson qui porte le nom qu'il a créé. C'est peut-être l'exemple qu'il a donné de la façon d'affronter l'échec avec dignité et de trouver un sens à la vie même lorsque vos plus grands projets se sont effondrés. Le manoir où il a passé ses dernières années, où il a vu sa création prospérer entre d'autres mains, où il est mort entouré de sa famille et de souvenirs, témoigne d'une vie pleinement vécue. La boisson qu'il a inventée est consommée par des millions de personnes chaque jour dans presque tous les pays du monde. PepsiCo est devenue l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires de l'histoire, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 90 milliards de dollars. La marque que Bradham a créée dans l'arrière-boutique de sa pharmacie de New Bern est devenue une icône mondiale, reconnue partout de Tokyo à Toronto, du Caire à Caracas. Aucune de ses richesses n'est jamais revenue à la famille Bradham. Aucun de ses succès n'a jamais profité à l'homme qui en était l'origine, mais son nom perdure, gravé sur une modeste stèle au cimetière de Cedar Grove et honoré par ceux qui prennent le temps de se renseigner sur les origines de l'un des produits les plus célèbres d'Amérique. La maison Slover Bradham veille toujours, silencieuse, sur Johnson Street. Ses fenêtres donnent sur un New Bern que Caleb Bradham reconnaîtrait à peine. La pharmacie où il préparait ses premières bouteilles de Brad's Drink a disparu depuis longtemps, remplacée par un hommage à la création qui a survécu son créateur.
L'usine Bishop, où les ouvriers remplissaient les bouteilles de sirop de Pepsi-Cola, a été reconvertie ou entièrement démolie. Le réseau de franchise qu'il avait bâti a été absorbé par une structure d'entreprise d'une taille et d'une complexité inimaginables. Mais la maison demeure, la maison se souvient. Et pour ceux qui la recherchent, la maison raconte encore son histoire. Une histoire d'ambition et d'innovation, de succès et d'échecs, d'un homme qui a osé rêver grand, qui a transformé une expérience de pharmacie en un phénomène national, qui a tout perdu et a continué malgré tout. Il voit une maison qui se souvient. En fin de compte, le plus grand héritage de Caleb Bradham n'est peut-être pas la boisson qui porte le nom qu'il a créé. C'est peut-être l'exemple qu'il a donné de la façon d'affronter l'échec avec dignité et de trouver un sens à la vie même lorsque vos plus grands projets se sont effondrés. Le manoir où il a passé ces dernières années, où il a vu sa création prospérer entre d'autres mains, où il est mort entouré de sa famille et de souvenirs, témoigne d'une vie pleinement vécue.